Les flashs des appareils photo ont commencé à crépiter avant même que j'atteigne les marches du palais de justice. Je les ai comptés dans ma tête. 1, 2, 3, 4. Une habitude que j'avais développée au cours des 5 dernières années, chaque fois que l'anxiété tentait de me nouer la gorge. 4 photographes, 2 caméras vidéo, et ce qui ressemblait à un journaliste de la chaîne d'information locale. Tout cela organisé par Patricia, sans aucun doute. Elle voulait que le monde entier voie ça. Elle voulait que mon humiliation soit documentée, conservée, partagée sur les réseaux sociaux, là où ses amis du country club pourraient me voir me faire démolir au tribunal. Je portais une simple robe bleu marine, rien d'extravagant, rien qui ne crie le désespoir ou l'effort excessif. Mes cheveux étaient tirés en un chignon soigné, et je ne portais qu'un seul dossier, très fin. Banal. Je ressemblais exactement à ce qu'ils attendaient, une femme sur le point de tout perdre. Les portes du palais de justice semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être. À l'intérieur, le sol en marbre résonnait des bruits de pas et des conversations à voix basse. Mon avocate m'avait dit d'arriver avec 15 minutes d'avance, mais lorsque je suis entrée dans la salle d'audience 4B, le côté de Garrett était déjà plein. Patricia était assise au premier rang, derrière la table du défendeur, vêtue d'un tailleur Chanel crème qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Ses perles captaient la lumière fluorescente alors qu'elle se tournait pour me regarder entrer. Ce sourire. Mon Dieu, ce sourire. C'était le même qu'elle m'avait adressé à chaque dîner de famille, à chaque fête. À chaque instant où elle m'avait rappelé que je n'étais pas assez bien pour son fils. Garrett était assis à côté de son avocat, Duncan Whitmore, à la table en bois poli. Duncan était exactement l'image que l'on se fait quand on pense à un avocat de renom spécialisé dans les divorces. Cheveux argentés, costume coûteux, des yeux froids qui évaluaient votre valeur en quelques secondes. Il avait 3 dossiers en cuir empilés devant lui, chacun rempli d'une liasse épaisse de documents. Des preuves, je supposais. La preuve que j'étais une croqueuse de diamants, une femme qui avait fait un mariage avantageux et n'avait rien apporté, quelqu'un qui méritait de repartir avec rien d'autre que sa honte. Garrett ne m'a même pas regardé quand je suis entrée. Il faisait défiler quelque chose sur son téléphone, la mâchoire serrée de cette manière si particulière. Cela signifiait qu'il était agacé. Probablement agacé que tout cela lui fasse perdre du temps, loin de son travail ou de la personne avec qui il couchait ce mois-ci. Son costume était parfaitement taillé. Gris anthracite, chemise blanche impeccable, cravate bordeaux. Il avait tout l'air du promoteur immobilier à succès. L'homme qui construisait des choses, l'homme qui comptait. Je me suis assise seule à ma table. Mon avocate arriverait bientôt, on me l'avait promis. J'ai posé mon mince dossier sur la table et j'ai croisé les mains dessus. Derrière moi, j'entendais des chuchotements. Patricia avait amené des amis. Bien sûr, qu'elle l'avait fait. C'était un spectacle pour elle. La pauvre fille qui avait piégé leur fils en or recevait enfin ce qu'elle méritait. Levez-vous pour l'honorable juge Judith Green. Tout le monde se leva. Le bruissement des tissus, le raclement des chaises, l'inspiration collective au moment où la juge est entrée. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé en lisant des articles sur elle en ligne. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir qui imposait le respect. Sa robe noire flottait derrière elle alors qu'elle prenait place sur l'estrade. Et quand elle a balayé la salle d'audience du regard, rien ne lui a échappé. « Veuillez vous asseoir, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Affaire numéro 2024 D8847. Foster contre Bennett. Les 2 parties sont-elles présentes ? Oui, votre honneur, Duncan Whitmore se leva avec aisance. Maître Duncan Whitmore, représentant Garrett Foster. Mon avocate, qui venait de se glisser par la porte du fond, se leva rapidement. Maître Leslie Chen, représentant Clara Bennett, votre honneur. La juge Green hocha la tête, prenant des notes. Avant de commencer, je tiens à clarifier quelque chose. J'ai examiné les requêtes initiales des 2 parties, et j'attends de cette procédure qu'elle se déroule avec honnêteté et respect. Je n'ai aucune patience pour le théâtre ou les pertes de temps. Est-ce bien compris ? Oui, votre honneur, dirent les 2 avocats à l'unisson.
Maître Whitmore, vous pouvez commencer. Duncan se leva, boutonnant sa veste avec une aisance étudiée. Il s'avança vers le centre de la salle d'audience comme s'il en était le propriétaire. Votre honneur, il s'agit d'une affaire simple. Mon client, Gareth Foster, a contracté mariage avec Clara Bennett il y a 5 ans, avec une affection sincère et l'espoir d'un avenir commun. Malheureusement, ce mariage a échoué de manière irrémédiable. Il fit une pause, me jetant un regard qui se voulait plein de pitié. C'était un numéro. Tout chez Duncan Whitmore était un numéro. Au cours de leur mariage, M. Foster a bâti de A à Z une entreprise de promotion immobilière florissante. Il travaillait 70, parfois 80 heures par semaine, pour offrir un style de vie confortable à son épouse. Madame Bennett, quant à elle, poursuivait ce qu'elle appelait une carrière de freelance depuis la maison, un travail de graphisme sporadique qui contribuait de manière minime aux revenus du ménage. Je gardais un visage neutre. Je m'étais entraînée à ça. 5 ans d'entraînement, en fait. Madame Bennett a demandé un partage équitable des biens, affirmant avoir droit à la moitié de tout ce que mon client a construit par son travail acharné et ses sacrifices. Votre honneur, les preuves démontreront que Madame Bennett a épousé mon client pour la sécurité financière, a peu contribué au mariage, et cherche maintenant à profiter de sa dissolution. Patricia hochait la tête au premier rang. Son sourire s'était élargi. Gareth ne m'avait toujours pas regardé. Duncan retourna à sa table et souleva l'un des épais dossiers. J'ai ici des documents qui montrent la disparité financière entre Maître Whitmore, l'interrompit la juge Green, sa voix tranchant sa présentation comme une lame. Avant que vous ne continuiez, j'ai une question pour votre client. Duncan s'arrêta, momentanément déstabilisé. Bien sûr, votre honneur. La juge Green regarda directement Gareth. Monsieur Foster, pouvez-vous expliquer l'acte de propriété du 847 Riverside Commercial Plaza? Le silence se fit dans la salle d'audience. Ce genre de silence si particulier qui s'installe quand tout le monde retient sa respiration en même temps. J'observai le visage de Gareth. J'avais mémorisé chacune de ses expressions en 5 ans. Celle qu'il utilisait pour ses associés, celle pour sa mère, celle qu'il avait utilisée avec moi quand nous étions seuls. Et il voulait que je me sente petite. Mais cette expression était nouvelle. Ses sourcils se froncèrent légèrement, sa mâchoire se crispa, sa main, qui reposait nonchalamment sur la table, se referma en un point. Je suis désolé, votre honneur, sa voix était stable, mais je perçus la légère intonation à la fin. De la confusion, peut-être le premier murmure d'inquiétude. La propriété au 847 Riverside Commercial Plaza, répéta la juge Green, baissant les yeux vers des papiers sur son bureau. Pouvez-vous expliquer la structure de propriété de ce bien et quand il a été acquis? Le sourire de Patricia vacilla, juste une seconde. Assez longtemps pour que je voie la fissure dans son masque. Le visage de Duncan Whitmore était devenu pâle. Vraiment pâle. L'avocat confiant qui était entré dans cette salle d'audience prêt à me détruire ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Votre honneur, dit Duncan, sa voix prudente maintenant, mesurée. Je ne suis pas sûr de comprendre la pertinence deviendra évidente, Maître Whitmore, dit la juge Green, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Monsieur Foster, j'attends une réponse. Gareth jeta un coup d'œil à Duncan, puis à sa mère, puis enfin, à moi. Nos regards se croisèrent à travers la salle. À cet instant, je l'ai vu se produire. La prise de conscience, la compréhension que quelque chose avait terriblement mal tourné dans son plan. Cette propriété a été achetée par l'intermédiaire de ma société, dit lentement Gareth. Il y a environ 3 ans, si je me souviens bien. Et qui est inscrit comme propriétaire principal sur l'acte, Monsieur Foster? Le silence s'étira. Quelqu'un toussa au fond de la salle. Patricia avait complètement cessé de sourire maintenant. Sa main agrippait ses perles comme si elle pouvait la sauver. Je devrais examiner les documents spécifiques, votre honneur, dit Gareth. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, dit la juge Green, soulevant un papier de son bureau.
Selon l'acte déposé auprès du comté, la propriété est enregistrée au nom de votre femme. Clara Bennett. Une propriété achetée pour 2,3 millions de dollars, placée entièrement à son nom, avec votre signature sur les documents de transfert. Duncan Whitmore se leva brusquement. Votre honneur, je voudrais demander un aparté, immédiatement. Demande rejetée, dit calmement la juge Green. Monsieur Foster, avez-vous mis une propriété de 2,3 millions de dollars au nom de votre femme? La salle d'audience éclata en chuchotements. 5 ans plus tôt, je me tenais dans la suite nuptiale de l'hôtel Rosewood, me regardant dans le miroir pendant que 3 femmes que je connaissais à peine ajustaient mon voile. La robe était magnifique. Je devais l'admettre. De la soie ivoire avec de délicates manches en dentelle, parfaitement ajustée parce que Patricia avait insisté pour m'emmener chez sa couturière personnelle. Elle avait aussi payé pour la robe, ce qui signifiait qu'elle l'avait choisie. Ni trop moderne, ni trop traditionnelle, élégante, mais sans attirer l'attention. Exactement le genre de robe qu'une femme qui se marie au-dessus de sa condition devrait porter. Tu es parfaite, murmura mademoiselle d'honneur. Ashley était ma seule véritable amie dans la pièce. Les 2 autres demoiselles d'honneur étaient les cousines de Garrett, des filles qui m'avaient à peine parlé pendant les fiançailles. J'étais parfaite. C'était ça le problème. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. Garrett et moi nous étions rencontrés dans un café, 2 ans avant le mariage. Je travaillais sur la création d'un logo pour une boulangerie locale, mon ordinateur portable étalé sur une table d'angle. Quand il m'avait demandé s'il pouvait partager la prise de courant, il était charmant. Drôle. Il m'avait interrogé sur mon travail avec un intérêt sincère, ou ce qui semblait être un intérêt sincère. Quand il m'a demandé mon numéro, j'ai senti quelque chose papillonner dans ma poitrine, que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les 6 premiers mois furent merveilleux. Il m'emmenait dans de bons restaurants, m'écoutait parler de mes projets de design, me présentait à ses amis. Quand il m'a demandé en mariage sur une plage en Californie, j'avais pleuré des larmes de joie. Des vraies. Puis j'ai rencontré Patricia. Le premier dîner au domaine de la famille Foster a eu lieu 3 semaines après les fiançailles. La maison était immense. Colonnes blanches, jardin manucuré, une allée qui semblait s'étendre à l'infini. Patricia nous a accueillis à la porte dans des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Alors, c'est vous la graphiste, avait-elle dit, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est pittoresque. Tout au long du dîner, elle avait posé des questions qui semblaient polies, mais qui atterrissaient comme de petites piques. Où vivait votre famille? Que faisait votre père? Une université communautaire avant l'université d'État? Comme c'est pratique. Avez-vous grandi dans une maison ou un appartement? Garrett m'avait serré la main sous la table, et je m'étais dit que sa mère avait juste besoin de temps pour s'habituer à moi. J'étais si stupide. Le mariage fut magnifique, coûteux, et exactement ce que Patricia voulait. 300 invités, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrés, un quatuor à cordes, des fleurs importées d'Équateur. J'avais voulu quelque chose de plus petit, de plus intime. Mais Patricia m'avait expliqué, de cette voix patiente qu'elle utilisait pour parler aux enfants, que la famille Foster avait une réputation à maintenir. Notre lune de miel en Grèce aurait dû être parfaite. Garrett l'a passée en grande partie au téléphone, à gérer des urgences professionnelles qui ne pouvaient pas attendre. Quand j'ai suggéré que nous explorions l'île ensemble, il avait soupiré et dit que je ne comprenais pas à quel point il travaillait dur pour pouvoir s'offrir des voyages comme celui-ci. C'était une petite chose, facile à ignorer. Je l'ai ignoré. La première année de mariage fut une leçon pour apprendre à devenir invisible. Nous avons emménagé dans une maison que Garrett avait choisie, une maison moderne de 4 chambres dans un quartier cher. Patricia en avait décoré la majeure partie avant même que nous emménagions, disant qu'elle voulait nous aider à nous installer. Mes suggestions étaient accueillies par des sourires crispés et de douces réorientations. Les coussins que j'avais achetés étaient trop colorés. Les œuvres d'art que j'avais choisies étaient trop abstraites. Finalement, j'ai arrêté de suggérer quoi que ce soit. Le travail de Garrett le consumait. 70 heures par semaine, avait-il dit au tribunal aujourd'hui,
et cette partie était vraie. Il bâtissait son entreprise de promotion immobilière, et cela exigeait tout ce qu'il avait. Je le comprenais. J'essayais d'être un soutien, mais être un soutien n'était jamais assez. « Tu as vraiment brûlé le rôti ?» avait-il demandé un soir, debout dans notre cuisine, fixant le dîner que j'avais passé 3 heures à préparer. Ma mère le réussit parfaitement à chaque fois. J'ai suivi la recette à la lettre, avais-je dit tranquillement. Peut-être que la cuisine n'est pas ton point fort, avait-il répondu, sortant déjà son téléphone pour commander à emporter. Reste sur tes petits projets d'ordinateur. Mes petits projets d'ordinateur, c'est comme ça qu'il les appelait. Jamais mon travail, jamais ma carrière, juste des petits projets que je faisais pour m'occuper. Patricia venait tous les jeudis. Elle entrait avec la clé que Gareth lui avait donnée, arrivant toujours juste après le déjeuner. Elle parcourait la maison, passant son doigt sur les surfaces, réarrangeant les choses, offrant des conseils que je n'avais jamais demandés. Le salon semble encombré, ma chère. Le moins est le mieux. Ce pantalon est un peu juste, n'est-ce pas? Le père de Gareth appréciait toujours que je garde la ligne. Tu devrais vraiment apprendre à préparer ses plats préférés. Une femme qui ne sait pas cuisiner est un tel fardeau. J'ai commencé à cacher mes travaux de design quand elle venait. La seule fois où elle avait vu mon portfolio ouvert sur mon ordinateur portable, elle avait ri, vraiment ri, et dit que c'était bien que j'aie des passe-temps. 9 mois après le mariage, j'ai trouvé le premier message. Gareth avait laissé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain pendant qu'il se douchait. Il s'est allumé avec un aperçu de SMS. Juste un aperçu, mais suffisant. La nuit dernière était incroyable. Quand est-ce que je peux te revoir? Le nom de l'expéditrice était Brooke, avec un emoji cœur. Mes mains tremblaient en prenant le téléphone. Je connaissais son code, la date de notre mariage. J'ai ouvert le fil de discussion et j'ai remonté. Des semaines de messages, de flirts, de plans de rendez-vous, des photos que je ne pouvais pas me résoudre à regarder de trop près. J'ai entendu la douche s'arrêter. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était, je suis descendue et je me suis assise sur le canapé de notre salon parfaitement décoré. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Autre chose, quelque chose de calculateur. Quand Gareth est descendu, les cheveux encore humides, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Épuisante, avait-il dit, sans lever les yeux de son téléphone, le téléphone rempli de messages de Brooke. J'ai une autre réunion tardive demain soir. D'accord, avais-je dit. Je te garderai à dîner. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis allée dans notre bureau à domicile et j'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulé « Plan du jardin », parce que Gareth ne prêtait jamais attention à ce sur quoi je travaillais. À l'intérieur de ce dossier, j'ai créé un document et l'ai intitulé « Chronologie ». J'ai noté la date, le nom Brooke. Des captures d'écran de chaque message dont je pouvais me souvenir. Puis je suis retournée me coucher et je me suis allongée à côté de mon mari, fixant le plafond, comptant mes respirations. 1, 2, 3, 4. Le lendemain matin, je lui ai préparé le petit déjeuner. Des œufs exactement comme il les aimait. Du café avec de la crème, sans sucre. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir quand il est parti au travail. Puis je me suis assise à mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur les avocats spécialisés en divorce. Pas pour en engager un, pas encore, juste pour comprendre, pour apprendre quelles preuves comptaient, ce qui importait aux tribunaux, comment me protéger. J'ai trouvé des forums où les gens partageaient leurs histoires. Des femmes qui avaient tout perdu parce qu'elles n'avaient pas été préparées. Des hommes qui avaient réussi à cacher des biens. Des avocats qui expliquaient l'importance de la documentation, des traces écrites, des preuves. J'ai appris que dans notre État, l'infidélité n'avait pas beaucoup d'importance dans les procédures de divorce, à moins que l'on ne puisse prouver qu'elle avait coûté des biens matrimoniaux. J'ai appris ce qu'étaient les biens communautaires, comment les entreprises étaient évaluées, les comptes cachés et les stratégies de protection des actifs. Je suis devenue une étudiante en droit du divorce sans jamais consulter un seul avocat. 3 semaines plus tard,
Patricia est venue pour sa visite du jeudi. Elle a réorganisé mes placards de cuisine et m'a dit que Gareth semblait stressé ces derniers temps, que je devais être plus attentive à ses besoins, que le mariage exigeait des sacrifices. J'ai souri, hoché la tête et lui ai offert du thé. Après son départ, j'ai ajouté ses commentaires à ma chronologie. J'ai commencé un nouveau document, Patricia Foster, Interaction et interférence. J'en avais fini d'être invisible. J'allais disparaître complètement, jusqu'au moment que j'aurais choisi pour être vue. La deuxième année de mariage fut celle où j'ai perfectionné mon jeu d'actrice. Je suis devenue plus silencieuse, plus douce. J'ai arrêté de me disputer pour les petites choses, où nous passions les vacances, quels amis nous voyions, comment Patricia réarrangeait mes meubles chaque semaine. Gareth a remarqué le changement et a semblé satisfait. Sa mère a commenté que je m'installais enfin dans le rôle d'une épouse Foster. Il n'avait aucune idée que je constituais un dossier contre eux, une pièce soigneusement documentée à la fois. Brooke a duré 4 mois avant que Gareth ne passe à quelqu'un d'autre. Je savais le jour exact où ça s'est terminé parce que la fréquence des messages a changé. Les SMS de Brooke sont passés de quotidien à désespéré, puis à rien. Puis un nouveau nom est apparu. Vanessa. Vanessa travaillait dans la gestion de biens immobiliers commerciaux. Elle était blonde, ambitieuse, et avait 13 ans de moins que moi. Gareth prenait des pauses déjeuner plus longues. Il a commencé à aller plus souvent à la salle de sport, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si prévisible. J'ai photographié chaque reçu qu'il laissait traîner. J'ai noté chaque nuit tardive au bureau, chaque dépense inexpliquée sur nos relevés de carte de crédit. Le dossier, plan du jardin, sur mon ordinateur portable s'épaississait. Mais les liaisons n'étaient que la surface. Ce que j'ai découvert en dessous était bien pire. Tout a commencé par une conversation que je n'étais pas censée entendre. Le bureau de Gareth partageait un mur avec notre chambre. L'isolation était bonne, mais pas parfaite. Une nuit, vers 11h, je me suis réveillée pour aller aux toilettes et j'ai entendu sa voix à travers le mur. Il était au téléphone et il avait l'air en colère. Je me fiche de ce que ça coûte. Faites disparaître ces papiers. Il ne faut pas que la ville découvre les rapports d'inspection. Je suis restée parfaitement immobile dans l'obscurité, retenant à peine ma respiration. Les problèmes de fondation sur le projet Riverside ne sont plus mon problème une fois les unités vendues. C'est pour ça qu'on crée les SARL. N'oublie pas, responsabilité limitée signifie responsabilité limitée. Riverside. Je connaissais ce projet. Il y travaillait depuis 8 mois. Un développement commercial en centre-ville. Il avait mentionné que c'était sa plus grosse affaire à ce jour. Je me suis rapprochée du mur. Procure-moi juste des documents en règle montrant que les inspections sont passées. Je me fiche que tu doives soudoyer l'inspecteur. On finalise dans 2 semaines et j'ai une file d'acheteurs qui ne posent pas de questions. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas une liaison. C'était de la fraude. Après qu'il ait raccroché, j'ai attendu 30 minutes avant de retourner me coucher. Gareth est arrivé 20 minutes plus tard, se glissant sous les couvertures sans un mot. J'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, je suis allée à la bibliothèque municipale. Je ne voulais pas faire de recherche sur notre ordinateur personnel ou sur mon téléphone. Je devais être prudente. J'ai utilisé un ordinateur public pour rechercher les registres de propriété, les dépôts de SARL, les rapports d'inspection. Il m'a fallu 3 jours de recherche pour comprendre ce que Gareth faisait. Il avait créé un réseau de sociétés à responsabilité limitée, chacune enregistrée sous des noms légèrement différents, chacune détenant une seule propriété. Quand il achetait des propriétés, il faisait faire des inspections minimales, falsifiait des documents pour montrer que tout était en ordre, puis les revendait rapidement à des acheteurs qui faisaient confiance au papier. Au moment où le vrai problème faisait surface, la SARL était dissoute et Gareth était intouchable. C'était malin. C'était aussi complètement illégal. Le Riverside Commercial Plaza était le plus gros projet à ce jour. Une propriété de 2,3 millions de dollars avec d'importants problèmes de fondation que Gareth dissimulait.
J'ai trouvé le rapport d'inspection original enfoui dans les archives publiques, celui qui disait que le bâtiment nécessitait d'importants travaux de structure avant de pouvoir être occupé en toute sécurité. Ce rapport avait disparu des dossiers officiels de la ville. À sa place, il y avait une inspection élogieuse montrant que tout était parfait. J'ai tout imprimé à la bibliothèque. J'ai payé en espèces. Je suis allé jusqu'à un box de stockage que j'avais loué à 3 villes de là, avec l'argent de petits boulots de design dont Gareth ignorait l'existence, et j'y ai enfermé les documents. Puis je suis rentré à la maison et j'ai préparé le dîner. Patricia est passée ce jeudi-là avec des nouvelles. Elle rayonnait de fierté, vibrant presque d'excitation. Gareth m'a parlé de l'affaire Riverside, dit-elle en sirotant le thé que j'avais préparé. 2,3 millions de dollars. Tu imagines? J'ai toujours su que mon fils ferait de grandes choses. C'est impressionnant, dis-je tranquillement, pliant des serviettes qui n'en avaient pas besoin. Tu sais, ma chère, tu devrais vraiment t'intéresser davantage à ces affaires. Une épouse devrait comprendre ce que fait son mari. Elle fit une pause, m'adressant ce sourire. Mais, je suppose que les chiffres ne sont pas vraiment ton truc, n'est-ce pas? Je suppose que non, dis-je. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais devenue très douée avec les chiffres. J'avais appris à lire les états financiers, à suivre l'argent à travers des sociétés écrans, à repérer les irrégularités dans les déclarations fiscales. J'avais passé des heures en ligne à apprendre auprès de comptables judiciaires qui tenaient des blogs, sur des forums juridiques, à travers des affaires judiciaires similaires à ce que je soupçonnais Gareth de faire. J'avais aussi fait autre chose, quelque chose qui allait faire toute la différence. 2 semaines après avoir surpris la conversation téléphonique de Gareth, j'ai contacté quelqu'un qui l'avait floué des années auparavant, un homme nommé Léo Pritchard. Léo avait été l'associé de Gareth au début de l'entreprise. Ils s'étaient disputés pour des différends éthiques, ce que je comprenais maintenant comme le fait que Léo n'avait pas voulu commettre de fraude. Gareth l'avait évincé, avait gardé tous les actifs et n'avait laissé à Léo que des factures d'avocat. J'ai trouvé Léo grâce aux archives publiques de leur partenariat dissous. Je lui ai envoyé un email depuis un compte crypté, lui demandant s'il serait d'accord pour parler des pratiques commerciales de Gareth. Je ne me suis pas identifié. J'ai dit que j'étais une partie concernée qui rassemblait des informations. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner à 40 minutes de chez moi. Léo avait la cinquantaine, l'air fatigué, portant une veste de travail qui avait connu des jours meilleurs. Quand je me suis assise en face de lui, il a étudié mon visage un long moment. « Vous êtes sa femme, dit-il. » Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Il recommence, n'est-ce pas? Les fausses inspections, les sociétés écrans. Oui, dis-je. Pire qu'avant, je crois. Léo a ri, mais il n'y avait aucune gaieté dans son rire. Il m'a presque détruit. M'a tout coûté. Ma réputation, mes économies, mon mariage. Et Patricia l'a aidé. Elle avait des relations au service d'urbanisme de la ville. Elle arrangeait les choses chaque fois que des questions se posaient sur ses projets. J'ai pris des notes. Léo a parlé pendant 2 heures, expliquant comment le système fonctionnait, me donnant les noms d'inspecteurs qui avaient été soudoyés, de fonctionnaires que Patricia avait influencés. Il avait des documents, de vieux dossiers qu'il avait gardés de leur partenariat, des preuves qu'il avait rassemblées lors de leur bataille juridique, mais qu'il n'avait jamais pu utiliser parce que Gareth avait réglé l'affaire à l'amiable avec un accord de non-divulgation. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je finalement demandé. Parce que quelqu'un doit l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de mal. Ces bâtiments qu'il vend, ils sont dangereux. Il a lésiné sur tout. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit blessé. Léo a poussé une clé USB sur la table. Tout ce que j'ai est le dessus. Utilisez-la comme vous en avez besoin. J'ai pris la clé. Merci. Ne me remerciez pas encore. S'attaquer aux faussaires n'est pas facile. Ils ont de l'argent, des relations, des avocats. Patricia a la moitié de la ville dans sa poche. Je sais, dis-je. C'est pour ça que je suis prudente. L'étape suivante consistait à trouver une experte comptable judiciaire, quelqu'un de discret, quelqu'un qui pourrait tracer l'argent de Gareth sans l'alerter.
Je l'ai trouvé grâce à un réseau en ligne de professionnels spécialisés dans les cas de divorce, une femme nommée Carmen Rodriguez, qui travaillait en indépendante et avait la réputation d'être minutieuse et silencieuse. Je l'ai payé en espèces, avec l'argent du compte dont Garrett ignorait l'existence. La question flottait dans la salle d'audience, comme de la fumée après une explosion. Monsieur Foster, avez-vous mis une propriété de 2,3 millions de dollars au nom de votre femme? J'ai regardé la gorge de Garrett se contracter alors qu'il déglutissait. Ses yeux se sont portés sur Duncan, puis sur Patricia, puis de nouveau sur la juge. Il calculait, essayant de deviner ce que la juge Green savait, combien de dégâts il pouvait limiter. Votre honneur, intervint Duncan, se levant si vite que sa chaise racla le sol. J'insiste vraiment pour un aparté. Cette ligne d'interrogatoire est très irrégulière, et, asseyez-vous, maître Whitmore. La voix de la juge Green était assez tranchante pour couper du verre. Je déterminerai ce qui est irrégulier dans ma salle d'audience. Monsieur Foster, répondez à la question. Garrett s'éclaircit la gorge. La propriété a été achetée en tant qu'investissement. Parfois, dans l'immobilier, nous structurons la propriété de différentes manières à des fins fiscales. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous placé la propriété uniquement au nom de votre femme? Oui ou non? Le silence s'étira. Je pouvais entendre le téléphone de quelqu'un vibrer au dernier rang. La respiration de Patricia était devenue superficielle. Oui, dit finalement Garrett, mais c'était une décision commerciale. Clara n'y était pour rien. Pour rien, l'interrompit la juge Green. Elle souleva plusieurs papiers de son bureau. Selon l'acte déposé au bureau du registraire du comté, la signature de Clara Bennett apparaît sur le contrat d'achat, le transfert de titres et les documents de propriété. Prétendez-vous que ce ne sont pas ces signatures? Je savais exactement où cela menait. Garrett aussi, à en juger par la façon dont la couleur quittait son visage. J'ai peut-être signé certains documents en son nom, dit Garrett prudemment. Avec sa permission, bien sûr. Elle comprenait que c'était pour notre avantage financier. La juge Green me regarda directement pour la première fois. Madame Bennett, avez-vous donné à votre mari la permission de signer votre nom sur des documents relatifs à la propriété du Riverside Commercial Plaza? C'était le moment. 5 ans d'attente, de documentation, de planification, 5 ans à être invisible. Je me suis levée lentement, sentant tous les regards de la salle braqués sur moi. Non, votre honneur. Je ne lui ai jamais donné la permission. Je ne savais même pas que cette propriété existait avant il y a 2 ans. La salle d'audience a éclaté. Les chuchotements sont devenus des voix. Les voix sont devenues du bruit. Patricia a poussé un son semblable à un hoquet étranglé. Duncan était de nouveau sur pied, objectant, mais la juge Green l'a fait taire d'un seul regard. Silence, dit-elle, son marteau s'abattant une fois. La salle redevint silencieuse. Madame Bennett, vous dites que votre mari a falsifié votre signature? Oui, votre honneur. Le visage de Duncan était passé de pâle à presque gris. Il se pencha, chuchotant de manière urgente à Garrett, qui secouait la tête, la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir. Votre honneur, tenta de nouveau Duncan, sa voix tendue maintenant, dépourvue de la confiance douce du début. Mon client a peut-être commis une erreur de jugement administrative, mais je vous assure qu'il n'y avait aucune intention malveillante. C'était une question de commodité dans un mariage, pas, une falsification est une falsification, maître Whitmore, quel que soit le statut matrimonial. La juge Green se tourna vers mon avocate. Maître Chen, avez-vous des preuves à l'appui de la déclaration de votre cliente? Leslie se leva, et je vis quelque chose traverser le visage de Garrett, la reconnaissance. Il la connaissait, ou connaissait sa réputation. Elle était l'une des meilleures avocates spécialisées en litige et en criminalistique financière de l'État, experte dans les affaires de fraude financière. Je l'avais engagée il y a 8 mois, payant ses honoraires avec l'argent que j'avais soigneusement économisé grâce à des projets de design dont je n'avais jamais parlé à Garrett. Oui, votre honneur. Nous avons soumis notre dossier de preuve au tribunal il y a 3 semaines.
Il comprend une analyse graphologique d'un expert certifié, comparant la signature réelle de Madame Bennett aux signatures sur les documents de Riverside. La conclusion de l'expert est définitive. Les signatures ont été falsifiées. Leslie s'avança, remettant des documents à l'huissier qui les transmit à la juge Green. Nous avons également des documents montrant que Madame Bennett n'a jamais été informée de cet achat immobilier, n'a jamais reçu de déclaration financière à ce sujet, et n'a jamais bénéficié des revenus qu'il a générés. En fait, Votre Honneur, notre enquête a révélé quelque chose de plus troublant. C'était le moment. L'information qui allait tout faire éclater. Le Riverside Commercial Plaza a été acheté avec des fonds de sources douteuses, puis mis au nom de Madame Bennett spécifiquement pour protéger Monsieur Foster de toute responsabilité. La propriété présente d'importants problèmes structurels qui ont été dissimulés par des rapports d'inspection falsifiés. Duncan bondit sur ses pieds. Objection. Ce sont des accusations sans fondement, j'ai le rapport d'inspection original ici même, continua Leslie, sa voix calme et posée. Celui qui montre que le bâtiment a des problèmes de fondation nécessitant plus d'un demi-million de dollars de réparation avant de pouvoir être occupé en toute sécurité. J'ai aussi le rapport falsifié qui a été déposé à la ville, montrant que le bâtiment a passé toutes les inspections. Et j'ai la preuve de paiements effectués à l'inspecteur Thomas Riley, qui a soudainement déposé 15 000 dollars en espèces la même semaine où le faux rapport d'inspection a été déposé. La salle d'audience était devenue complètement silencieuse. Pas un murmure, pas une respiration. La juge Green lisait les documents, son expression indéchiffrable. Quand elle leva les yeux, son regard était dur. Maître Whitmore, avez-vous examiné l'une de ces preuves avant aujourd'hui? La bouche de Duncan s'ouvrit et se referma. Votre Honneur, on m'a fourni des pièces à conviction, mais ces documents particuliers ils ont été soumis à ce tribunal il y a 3 semaines par les voies appropriées, avec des copies envoyées à votre bureau par courrier recommandé, signées par votre assistant juridique le 18 novembre. La juge Green brandit un reçu. Êtes-vous en train de me dire que vous n'avez pas examiné les preuves soumises par la partie adverse? J'ai presque eu pitié de Duncan. Presque. Il avait bâti sa réputation en détruisant des gens comme moi au tribunal. Il était entré ici en s'attendant à une victoire facile, une femme effrayée sans ressources. Il n'avait pas pris la peine de regarder ce que nous avions déposé, tant il était certain de sa victoire. Il doit y avoir eu une erreur de communication dans mon bureau, balbutia Duncan. Si je pouvais avoir le temps d'examiner, vous avez eu 3 semaines, dit froidement la juge Green. Maître Chen, continuez. Leslie sortit un autre dossier. La propriété de Riverside n'est pas la seule, Votre Honneur. Au cours des 4 dernières années, M. Foster a mis cette propriété au nom de sa femme sans sa connaissance ni son consentement. La valeur totale dépasse les 8 millions de dollars. Chaque propriété a été achetée par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée qui ont été dissoutes peu après la vente, et chaque propriété présentait des problèmes similaires de vices structurels ou de sécurité dissimulée. Je pouvais voir les mains de Garrett trembler maintenant. Il s'agrippait au bord de la table, les jointures blanches. Patricia était devenue complètement immobile sur son siège derrière lui, son visage figé dans une expression à mi-chemin entre le choc et la rage. Monsieur Foster utilisait sa femme comme un bouclier involontaire, continua Leslie. Si les acheteurs découvraient les problèmes et poursuivaient, les SARL étaient déjà dissoutes et les propriétés étaient au nom de Clara Bennett. Ils pouvaient prétendre qu'elle était la propriétaire, qu'ils n'avaient aucune connaissance ou responsabilité. C'est un schéma de fraude sophistiqué qui opère depuis des années. La juge Green posa les papiers. Monsieur Foster, je vais vous le demander à nouveau, et je vous suggère fortement de réfléchir très attentivement avant de répondre. Avez-vous falsifié la signature de votre femme sur des documents de propriété? Garrett regarda Duncan, qui fit un très léger signe de tête négatif, un avertissement d'avocat de ne pas s'incriminer. Mais Garrett était piégé. S'il niait, l'analyse graphologique prouverait qu'il mentait sous serment. S'il l'admettait, il avouait la fraude. J'ai peut-être signé son nom sur certains documents, dit lentement Garrett. Mais elle était ma femme. Nous étions partenaires. Tout ce que je faisais était pour notre bien, pour notre avenir. Pour votre bien,
corrigea la juge Green. Madame Bennett n'a vu aucun des bénéfices de ces propriétés. Correct. L'argent allait sur nos comptes joints, protesta Garrett. Elle y avait accès, votre honneur, interrompit Leslie. Nous avons des relevés bancaires montrant que M. Foster a en fait déposé les produits de la vente sur des comptes séparés auxquels Madame Bennett n'avait aucun accès. Des comptes dont elle ignorait même l'existence. Patricia retrouva enfin sa voix. C'est absurde. Elle se leva, ses perles se balançant alors qu'elle gesticulait avec colère. Mon fils ne ferait jamais, Madame Foster, asseyez-vous, ordonna la juge Green. Une autre interruption et je vous ferai expulser de cette salle d'audience. Patricia s'assit, mais son visage était rouge de fureur. La juge Green se tourna de nouveau vers Leslie. Vous avez mentionné des paiements à un inspecteur en bâtiment. Avez-vous des preuves d'autres pots de vin ou d'activités frauduleuses? Oui, votre honneur. Nous avons la preuve de multiples paiements à des fonctionnaires de la ville, de rapports d'inspection falsifiés et de certifications contrefaites sur les 7 propriétés. Nous avons également identifié que Madame Patricia Foster a utilisé ses relations et son influence pour faciliter plusieurs de ces transactions. Patricia était de nouveau sur pied avant que la juge Green ne puisse l'arrêter. C'est un mensonge. Je n'ai jamais ma réputation dans cette communauté est irréprochable et je ne resterai pas assise ici pendant que quelque opportuniste, le marteau s'abattit lourdement. Madame Foster, vous êtes coupable d'outrage à la cour. Huissier, veuillez l'escorter hors de la salle. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Patricia monta jusqu'à un cri alors que l'huissier s'approchait. Savez-vous qui je suis? Savez-vous quel genre de relation j'ai dans cette ville? Je sais exactement qui vous êtes, dit froidement la juge Green. Et en ce moment, vous êtes quelqu'un qui perturbe ma salle d'audience. Expulsez-la. J'ai regardé Patricia se faire escorter dehors, protestant toujours, son tailleur Chanel crème semblant soudain moins élégant et plus ridicule. Elle se retourna pour regarder Garrett, puis moi. Son visage était tordu de rage et d'autre chose. La peur. La vraie peur. Les portes se refermèrent derrière elle. La salle d'audience avait sombré dans le chaos. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Les spectateurs chuchotaient, et je pouvais voir quelqu'un au dernier rang enregistrer avec son téléphone malgré les panneaux interdisant l'enregistrement. La juge Green rétablit l'ordre d'un autre coup de marteau. Maître Chen, je veux tout voir. Chaque document, chaque preuve que vous avez concernant ces propriétés et la fraude présumée. Votre honneur, nous avons tout préparé. Leslie s'avança avec une boîte d'archives que je n'avais même pas remarqué qu'elle avait apportée. Elle était lourde, je pouvais le dire à la façon dont elle la portait. 5 ans de ma vie dans une boîte. Pendant que l'huissier aidait à disposer les documents sur une table d'appoint, je me suis enfin permis de regarder Garrett. De vraiment le regarder. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas du dédain, pas l'indifférence froide qu'il avait perfectionnée pendant 5 ans. C'était quelque chose de brut et de désespéré. Il me voyait enfin. Pas la femme silencieuse qui préparait le dîner et restait à l'écart. Pas la femme qu'il pouvait contrôler et ignorer. Il voyait la personne qui avait documenté chaque mouvement, chaque erreur, chaque crime, pendant qu'il la croyait trop stupide pour s'en apercevoir. Depuis combien de temps, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Depuis combien de temps savais-tu? Je n'ai pas répondu. La juge Green lisait maintenant les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Maître Whitmore, dit-elle sans lever les yeux. Je vois ici des preuves de fraude systématique, de falsification, de corruption de fonctionnaires publics et de falsification de rapports d'inspection de sécurité. Je vois aussi ce qui semble être du blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans. Souhaitez-vous revoir vos déclarations antérieures selon lesquelles il s'agissait d'une simple affaire de divorce? Duncan avait l'air d'être sur le point de vomir. Votre honneur, je n'ai pas été mis au courant de toute l'étendue, mon client n'a pas divulgué, ce n'est pas mon problème, maître. La juge Green posa les papiers et regarda Garrett. Monsieur Foster, je réfère cette affaire au bureau du procureur pour une enquête criminelle.
Je place également un gel immédiat sur tous les actifs liés aux 7 propriétés que Maître Chen a identifiées, en attendant une enquête plus approfondie. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Garrett, la voix montant. Ce sont mes entreprises. Mais, ce sont des propriétés frauduleusement placées au nom de votre femme pour éviter toute responsabilité. Achetées avec des fonds potentiellement illégaux et liés à des documents falsifiés et à des pots de vin. Je peux absolument les geler. Leslie sortit un autre dossier. Je savais ce qui allait suivre. C'était la partie qui avait pris le plus de temps à documenter, la partie qui avait fait le plus mal à découvrir. Votre honneur, il y a plus. Nous avons des preuves des liaisons extra-conjugales de Monsieur Foster, s'étendant sur toute la durée du mariage. Bien que nous comprenions que l'infidélité seule ne justifie pas le partage des biens dans cet état, l'impact financier de ces liaisons est pertinent. Elle étala des relevés bancaires imprimés, des relevés de cartes de crédit, des reçus. Monsieur Foster a dépensé des fonds matrimoniaux pour ses liaisons, chambres d'hôtel, bijoux, vacances, loyer d'appartement pour au moins une femme. La dépense totale sur 5 ans dépasse les 200 000 $, prélevés sur les comptes joints. J'avais chaque reçu, chaque note d'hôtel, chaque bijou qu'il avait acheté pour des femmes qui n'étaient pas moi. Je les avais trouvés dans ses emails, sur ses relevés de cartes de crédit, dans la boîte à gants de sa voiture. Pendant qu'il appelait mon travail des « petits projets », pendant que Patricia critiquait chaque repas que je préparais, pendant qu'ils m'avaient tous les deux fait me sentir sans valeur, j'avais constitué une archive de ces trahisons. Nous avons aussi des enregistrements, continua Leslie. Cela fit sursauter Garrett. Quels enregistrements ? Madame Bennett a enregistré plusieurs conversations au cours des 2 dernières années. Des conversations où vous discutiez de vos pratiques commerciales frauduleuses, où vous admettiez avoir falsifié des documents, où vous planifiez la structure des transactions pour éviter toute responsabilité légale. La nuit où je l'avais entendu au téléphone à propos de l'inspection de Riverside n'était pas la seule fois. J'avais enregistré des dizaines de conversations après cela. Parfois à travers le mur, parfois sur mon téléphone, laissé en enregistrement dans mon sac à main lors de ses réunions d'affaires à la maison, parfois sur un petit appareil que j'avais caché dans son bureau. J'avais appris que dans notre État, une seule partie devait consentir à un enregistrement. J'étais cette partie. La juge Green a écouté 3 enregistrements. La voix de Garrett a rempli la salle d'audience, décontractée et confiante, discutant de fraude comme d'autres personnes discutent de listes de courses, parlant de soudoyer des inspecteurs, de falsifier des documents, d'utiliser des sociétés écrans pour éviter toute responsabilité. Dans un enregistrement, la voix de Patricia est également apparue, le conseillant sur les membres du conseil municipal à approcher, sur les fonctionnaires qui étaient flexibles avec les réglementations. Lorsque le 3e enregistrement s'est terminé, le silence dans la salle était absolu. Duncan a fait une dernière tentative. Votre honneur, je demande une suspension immédiate pour pouvoir consulter mon client sur « motion rejetée ». La voix de la juge Green était de glace. J'en ai assez entendu. Voici ma décision. Tout le monde se pencha en avant. Ce mariage est dissous avec effet immédiat. Madame Bennett se voit attribuer la résidence principale, 50% de tous les biens matrimoniaux légitimes, et une pension alimentaire de 8 000 $ par mois pendant 5 ans. Les 7 propriétés frauduleusement placées à son nom resteront gelées en attendant l'enquête criminelle. Et Madame Bennett ne sera pas tenue responsable des conséquences juridiques découlant des actions de son mari concernant ses propriétés. Garrett poussa un son comme s'il avait été frappé. De plus, j'émets une ordonnance restrictive. Monsieur Foster et Patricia Foster ne doivent avoir aucun contact avec Madame Bennett, compte tenu de la gravité de la fraude documentée ici. Je réfère également cette affaire non seulement au procureur, mais aussi au Bureau fédéral d'investigation. La fraude immobilière qui traverse les frontières des États relève de la juridiction fédérale. Et je crois que c'est le cas pour au moins 3 de ces propriétés. Par la fenêtre, je pouvais voir du mouvement à l'extérieur du palais de justice. Des voitures de police, des véhicules fédéraux. Ils attendaient. La juge Green regarda Garrett, et son expression contenait quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Monsieur Foster, vous êtes entré dans cette salle d'audience en vous attendant à détruire votre femme. Au lieu de cela,
vous vous êtes détruit vous-même. La séance est levée. Le marteau s'abattit. Tout s'est passé en même temps. Duncan essayait de parler à Garrett, qui l'ignorait, me fixant avec cette même expression de choc. Des agents fédéraux rentraient dans la salle d'audience. Les journalistes se précipitaient vers les portes. Leslie rassemblait nos documents, son visage professionnellement neutre, mais ses yeux brillants de victoire. 2 agents se sont approchés de Garrett. « Monsieur Foster, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. » « Suis-je en état d'arrestation ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Pas pour le moment, mais nous vous suggérons fortement de coopérer. » Ils le conduisirent vers la porte. Il se retourna pour me regarder une dernière fois. « Clara, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Ses propriétés, ses affaires. C'était notre avenir, notre sécurité. » Je me suis levée, rassemblant mon mince dossier. Après 5 ans de silence, à me faire petite, à être invisible, j'ai finalement prononcé les mots que j'avais gardés pour moi. Non, Garrett. Ça, c'était ta série de crimes. Ceci, c'est mon avenir. Je suis passé devant lui, devant les agents, devant Duncan qui passait frénétiquement des appels téléphoniques. Dans le couloir, Patricia se disputait avec la sécurité du palais de justice, exigeant de pouvoir rentrer. Quand elle m'a vu, son visage s'est tordu de haine pure. « Espèce de petite vipère, tu as tout gâché. Tu comprends ce que tu as fait à cette famille ?» Je me suis arrêtée, je l'ai regardée. Cette femme qui avait passé 5 ans à me faire sentir sans valeur. J'ai tout documenté, ai-je dit simplement. Chaque insulte, chaque manipulation, chaque fois que vous êtes entré chez moi et que vous m'avez traité comme si je n'existais pas. Tout est écrit. Et si vous vous approchez encore de moi, mon avocate a pour instruction de porter plainte pour harcèlement. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. Je suis sortie du palais de justice sous le soleil de l'après-midi. Les caméras étaient toujours là, mais maintenant elles étaient focalisées sur les agents fédéraux. Sur Garrett, conduit vers une voiture banalisée pour un interrogatoire, sur Patricia, criant sur quiconque voulait bien l'écouter. Personne ne me regardait. J'étais de nouveau invisible, mais cette fois, c'était par choix.